Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole va être rendue à l'accusation qui pourra poursuivre l'interrogatoire de ce témoin. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bon après-midi à toutes les parties, aux personnes dans l'assistance et bon après-midi à vous, Monsieur le témoin. Je vais passer l'après-midi à vous poser des questions. Je vous remercierai d'être aussi précis que possible dans vos réponses. Ma première question est une question qui a trait à ce que vous avez dit ce matin. Vous avez dit qu'avant le 17 avril 1975, vous aviez assisté à certaines sessions de formation avec des membres de division. Et vous aviez dit, quand vous avez enseigné à faire la distinction entre les ennemis, comprendre qui étaient les ennemis et qui étaient les amis. Que vous a-t-on dit à ce propos? Avant la prise de Phnom Penh, qui étaient vos ennemis, d'après ce que l'on vous a dit lors de ces sessions? Vous me demandez donc qui étaient les ennemis. Comme je l'ai dit, les ennemis, c'était ceux qui travaillaient pour le régime de Lon Nol, y compris les soldats de Lon Nol. Moi-même, j'étais un soldat au sein du mouvement. Ça, c'était en 1975. Voilà donc ma réponse. Merci. À propos de ceux qui travaillaient pour le régime de Lon Nol, est-ce que vous avez jamais entendu, à cette époque-là, donc avant d'entrer à Phnom Penh, des communications par la radio ou d'autres moyens qui vous étaient données par des dirigeants du mouvement concernant ceux que l'on appelait les 7 super traîtres du régime de Lon Nol? Avez-vous entendu parler des 7 super traîtres du régime de Lon Nol? Oui, j'en ai entendu parler. Après le coup d'État, j'en ai entendu parler. Il y a eu la mise en place d'un front, surtout à la campagne. Les gens qui souffraient ont essayé de suivre la politique du front. Merci. De qui émanait cette communication concernant les 7 super traîtres du régime de Lon Nol? Savez-vous qui a fait ce type de communiqué? Cela remonte à bien longtemps. L'information a été répercutée d'une personne à l'autre, mais j'ignore quelle était la source même de cette information. Tout le monde connaissait bien cette expression. En réponse à l'appel lancé, les gens sont allés dans la forêt
pour rejoindre la résistance. Parce que dans le pays, malgré les manifestations, il n'y a pas eu de résultat. Donc les gens ont décidé de se rallier au front dans la jungle. Et ce, suite à l'appel lancé par Sihanouk. C'étaient des sympathisants de Sihanouk. Merci. Pour que ce soit bien clair, pouvez-vous nous dire quand exactement vous êtes rentré à Phnom Penh? Est-ce que votre division et le régiment dont vous faisiez partie figuraient parmi les premières troupes à rentrer dans la ville ou non? À l'époque, il y avait un certain nombre de divisions, mais les forces ne constituaient pas vraiment des divisions. Il y avait des bataillons et des régiments en fonction des directions suivies. Bien sûr, le commandement est passé du rang inférieur au rang supérieur et en fait, ça s'est produit dès la création du mouvement de résistance. Je pense que cela était uniforme à l'échelle de tout le pays. Merci. Je vais vous demander d'être très précis dans vos réponses parce que la question était de savoir, je vais être plus précis, donner une date. Est-ce que vous êtes entré à Phnom Penh le 17 avril 1975 ? Oui, les forces sont entrées dans Phnom Penh et l'ont libéré le 17 avril 1975. Merci. Avant de libérer la ville le 17 avril, est-ce que votre commandant, Sao Saroun, avait donné des ordres précis concernant les militaires de Lon Nol qui se trouvaient à Phnom Penh? Que deviez-vous faire avec les militaires de Lon Nol qui se trouvaient dans la ville une fois la ville prise? Après la libération de Phnom Penh, je ne sais pas ce qui a pu arriver aux soldats de Lon Nol. Ils ont été emmenés vers la campagne, mais je ne sais pas quelles mesures ont été prises contre eux. Merci. Pourriez-vous nous dire quand exactement l'ordre a pu être donné dans votre régiment d'évacuer la population de Phnom Penh? Est-ce que vous le saviez avant d'entrer dans la ville ou bien ce sont des ordres qui ont été donnés une fois que vous étiez rentré dans Phnom Penh? Je pense que le plan d'évacuation de la population avait été conçu à l'avance. Sur la base de l'expérience, je peux dire que quand une zone était conquise, le plan était toujours de l'évacuer pour éviter que de nouveaux combats n'explosent dans les zones nouvellement conquises. Autrement dit, il y avait un plan préétabli. L'évacuation a pu être retardée de quelques jours. Vous avez dit ce matin que concernant les chefs-lieux des localités, des villes qui avaient été prises avant avril 1975,
il s'agissait d'évacuer la population pour des raisons de sécurité. Est-ce que concernant Phnom Penh, les raisons étaient-elles les mêmes? Est-ce qu'on vous a dit pourquoi il fallait évacuer la population? Ils nous en ont donné les raisons. Nous avons reçu instruction de procéder à une évacuation. L'idée était que nous puissions prendre contrôle de la ville. Les soldats qui arrivaient depuis toutes les directions ont reçu les mêmes instructions, et ce pour pouvoir contrôler la situation. Est-ce qu'on vous a dit que des ennemis se trouvaient encore dans la ville de Phnom Penh? Oui. Même si l'ennemi avait été vaincu, il existait encore certaines poches ici et là. Quand nous avons pris contrôle de la situation, nous ne sommes pas restés au même endroit. Nous étions en mouvement pour des raisons de sécurité. Nous avions peur que nos troupes ne soient attaquées par les vestiges de l'armée vaincue. Merci. Quant aux instructions reçues d'évacuer la population, s'agissait-il d'évacuer la population dans son entièreté sans aucune exception, ou bien y avait-il des catégories de personnes qui avaient le droit de rester dans la ville? L'ordre était que tout le monde devait partir, sans exception. Cela a été appliqué immédiatement après la libération. Donc, si je vous comprends bien, les femmes enceintes, les malades dans les hôpitaux, les vieillards, les handicapés devaient quitter la ville également. C'est bien cela? Effectivement. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Les troupes cherchaient à prendre le contrôle total de la ville et également, vous avez parlé d'arrestation de soldats de Lon Nol qui étaient renvoyés vers l'arrière. Est-ce que des points de contrôle ont été mis en place dans Phnom Penh ou autour de Phnom Penh pour essayer d'identifier les personnes qui appartenaient aux troupes de Lon Nol ou qui étaient des fonctionnaires du régime de Lon Nol? Je n'étais pas informé des détails. À l'époque, ce que je savais était limité à ce qui se passait dans mon secteur cible. J'étais seulement informé de ce qui se passait au niveau de ma compagnie et des compagnies situées près de nous avec lesquelles nous travaillons dans le périmètre cible. En ce qui concerne l'évacuation et le transport des prisonniers de guerre, cela relevait du commandant de la division. C'était leur autorité à eux. Moi, j'ai seulement fait ce qu'on me demandait de faire et je n'étais pas habilité à prendre ce type de décision. Merci. J'en ai terminé avec l'évacuation de Phnom Penh et nous allons maintenant parler de la période qui a suivi l'évacuation. Et donc c'est la période entre, disons, la fin avril 1975 et votre affectation à Ratanakiri
et vous avez dit devant les juges d'instruction que vous pensez que c'était en novembre 1975 que vous aviez rejoint Ratanakiri. Alors, durant la période qui a suivi la libération de Phnom Penh, à quel endroit de Phnom Penh votre division a-t-elle été postée? Et que devait-elle garder si c'était le cas? La division était stationnée à l'ouest du Psat Mei. Une partie des forces ainsi que le quartier général étaient basés près du marché olympique. Mon unité était quant à elle chargée de protéger le ministère de la propagande. Voilà le secteur qui était affecté à ma propre unité. On avait peur qu'il y ait encore des ennemis à l'intérieur. Et donc nous avons dû adopter ce plan pour éviter que des combats n'éclatent dans les mois qui allaient suivre la révolution. Voilà tout ce que je savais concernant les projets existants à l'époque. Nous avons patrouillé dans les rues pendant la nuit, dans le paramètre qui nous était affecté. Merci. Dans votre premier procès-verbal d'audition, qui date du 31 octobre 2009, il s'agit du document E3/405, dans la réponse 3 de ce document, vous avez dit aux enquêteurs des juges d'instruction que votre division avait été rattachée à l'armée du centre et qu'elle pouvait donc se déplacer dans le pays entier. Vous souvenez-vous de la période exacte durant laquelle votre division a été rattachée à l'armée du centre? La division rattachée à l'armée du centre faisait partie de la zone centrale. Comme je l'ai dit, les 3 divisions faisaient partie de la zone centrale. En réalité, les divisions constituaient en quelque sorte des divisions itinérantes. Par la suite, certaines forces ont été rassemblées depuis toutes les régions du pays afin de se rallier à l'armée du centre. En total, il y avait environ 12 divisions rattachées à l'armée du centre. Très bien, merci. Et dans une autre audition, juste pour information, l'audition E3/407 à la réponse 13, vous en avez donné un certain nombre. La division 502, 310, 450, 417, etc. Est-ce que vous vous souvenez d'autres noms de divisions qui ont été rattachées à l'armée du centre, à part celles que je viens de citer, que vous avez mentionnées devant les juges d'instruction? Il y avait des divisions, mais je ne sais plus quel était leur numéro. Il y avait 3 divisions du sud-ouest et des divisions d'autres zones, avec un total de 12 divisions rattachées à l'armée du centre. Merci. Dans votre premier procès-verbal d'audition devant les juges d'instruction toujours, c'est le document E3/405, à la réponse 3, je pense, Monsieur le Président, qu'on pourrait peut-être afficher ce document avec votre permission.
parce que je voudrais le citer. Le président, je vous en prie, allez-y. Merci. Donc à cette réponse 3 qui est assez longue, vous avez notamment dit ceci, je cite, « La division 801 a été créée à Phnom Penh au cours d'une assemblée générale qui a eu lieu au stade olympique, sans doute en septembre. » Et je crois que le contexte dit que c'est septembre 1975. Je continue la citation. « Dans le cadre de la division 801 qui a été fraîchement créée, j'étais le commandant adjoint de la compagnie 11. » Fin de citation. Et dans le même procès-verbal d'audition, à la réponse 5, vous avez précisé que cette compagnie 11 faisait partie du régiment 81 et de la division 11 ou 14. Ce matin, vous avez également parlé de cette création de la division 801 et vous avez notamment donné les noms des participants à cette assemblée générale qui avait eu lieu au stade olympique. Lors de cette assemblée générale, est-ce qu'on vous a dit que la division 801 serait affectée à Ratanakiri ou bien l'avez-vous appris plus tard? Par la suite, les instructions ont été communiquées au commandant de la division. Il n'y a pas eu d'annonce publique comme quoi tout le monde devait savoir que la division 801 irait dans le Ratanakiri. Ce message a été relayé directement au commandant de la division. Nous n'avons pas été informés à l'avance. On nous a dit de contrôler la situation à Phnom Penh en premier lieu pendant 4 mois au maximum et une fois qu'on contrôlerait pleinement la situation en ville, nous devrions partir. Vous avez dit ce matin qu'à cette assemblée générale, il y avait des membres de toutes les divisions. Est-ce que vous pourriez estimer approximativement le nombre de participants à cette grande réunion? Est-ce que c'était plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes? Il y avait plus de 1000 personnes présentes à ce grand rassemblement. Il y avait en effet des représentants à partir du niveau de la compagnie. Merci. Ce matin, vous avez donné les noms donc, des hauts dirigeants qui y avaient participé et vous en aviez fait de même dans votre procès-verbal d'audition E3/407 du 8 novembre 2009. Et vous avez dit à la réponse 4 de ce procès-verbal E3/407 que Chan Chakray et tous les commandants de division ainsi que Son Sen, Pol Pot et Khieu Samphan avaient pris la parole lors de cette assemblée générale. Est-ce que vous vous souvenez si Nunchia avait également pris la parole lors de cette assemblée générale? Il a pris la parole à cette assemblée, mais je ne sais plus ce qu'il a dit. Cela remonte à bien longtemps. De loin, j'ai pu le voir prononcer son discours. Savez-vous quel était le nom de code de Son Sen?
comment l'appelait-on? Est-ce qu'on l'appelait toujours Son Sen ou avait-il un nom révolutionnaire ou bien un code, un numéro pour le désigner? Je n'en savais rien car je n'étais pas proche de lui. Est-ce que vous vous souvenez, lors de cette Assemblée générale, si les personnes qui ont pris la parole ont parlé de discipline dans les rangs des différentes divisions ou si l'on a parlé d'ennemis de l'intérieur ou d'ennemis de l'extérieur? On a effectivement parlé des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que des ennemis qui se trouvaient à l'intérieur des rangs de l'unité. Cependant, les mesures prises dépendaient de la situation concrète. Le mouvement continuait de se développer et continuellement on rééduquait des gens. Donc ça dépendait de la situation concrète. Merci. Vous avez dit que cette Assemblée générale s'était sans doute tenue vers le mois de septembre 1975. C'est ce que vous avez dit au juge d'instruction. Je voudrais revenir sur cette période et voir si on peut l'affiner. C'est de savoir plus précisément quelle était la date de ce rassemblement. Et au préalable, je voudrais vous demander si, durant la période Khmer Rouge, vous avez pu lire parfois un magazine qui s'appelait Étendard révolutionnaire. Vous voulez que je vous parle du contenu d'Étendard révolutionnaire? Non, on ne m'avait pas donné cet étendard révolutionnaire rouge à lire, car moi je faisais partie des Ligues de la jeunesse et en tant que membre de la jeunesse révolutionnaire, moi je pouvais lire jeunesse révolutionnaire, mais pas étendard révolutionnaire. Et donc, je n'étais pas entièrement au courant des affaires à l'interne, car nous étions à l'époque à la phase du front. Ça pouvait servir. Quand nous étions joints aux jeunesses, ça pouvait servir à passer à un autre niveau pendant la Révolution. Merci. Pour gagner du temps, Monsieur le Président, je ne vais pas montrer un exemplaire de l'étendard révolutionnaire, mais je voudrais lire un extrait d'un de ces exemplaires de l'étendard révolutionnaire qui date du mois d'août 1975. C'était le document E3/5. Et l'extrait que je vais lire se trouve à la page en khmer 000 63 324. 000 63 324. En français et en anglais, c'est à la page 13 de chacun de ces exemplaires. Il y a un titre qui s'intitule « Vive l'armée révolutionnaire du Parti communiste du Kampuchea, la plus extraordinaire ». Et sous ce titre, voilà l'extrait que je vais lire. Le 22 juillet 1975, au cours d'une cérémonie organisationnelle
de l'armée révolutionnaire du comité central du Parti communiste du Kampuchea, le camarade chef du comité suprême militaire du parti a organisé une importante conférence politique à l'attention des 3000 représentants environ de toutes les unités de l'armée révolutionnaire, du comité central du Parti communiste du Kampuchea. Les thèmes de cette conférence sont comme ci-après. Premièrement, la signification de la grandiose victoire historique de la nation, de la population, de l'armée et de notre parti. Deuxièmement, l'histoire résumée de notre armée révolutionnaire. Et troisièmement, les raisons de la grandiose victoire de notre armée révolutionnaire. Et quatrièmement, les nouvelles tâches de notre armée révolutionnaire. Fin de citation. Est-ce que l'Assemblée générale dont vous nous avez parlé, vous avez dit qu'il y avait plus de 1000 participants, vous avez donné les noms des hauts dirigeants. Est-ce que cette Assemblée générale que vous avez située au mois de septembre était une réunion différente de la réunion du 22 juillet 1975 dont il est question dans l'extrait que je viens de lire de l'étendard révolutionnaire? Ou bien est-ce que cette Assemblée générale à laquelle vous avez assisté était identique à cette grande cérémonie du 22 juillet 1975? Je pense c'était le message qui était envoyé, mais je n'ai pas pris de notes de ce qui a été dit. Mais ce que vous dites me dit quelque chose et je peux donc dire que c'est pertinent. Je crois qu'en français, nous n'avons pas eu l'entièreté de votre réponse. Donc, je voudrais savoir si vous croyez que l'Assemblée générale à laquelle vous avez assisté pouvait avoir eu lieu le 22 juillet 1975, qui était une cérémonie concernant l'armée révolutionnaire. Le président. Monsieur le témoin veuille attendre. La défense a la parole. Maître Copin. Monsieur le président, merci. Je ne comprends pas bien exactement où veut en venir le procureur avec ces questions. En fait, il semblerait inviter le témoin à faire de la spéculation sur le sujet de cette réunion. Ce n'est pas ce que pense le témoin qui est important, mais bien ce qu'il sait. C'est pourquoi je m'oppose à la question telle qu'elle a été posée. Monsieur le Président, si je peux répondre, en réalité, la lecture de cet étendard révolutionnaire était destinée à rafraîchir la mémoire du témoin concernant la période exacte à laquelle la grande réunion, l'Assemblée générale à laquelle il dit avoir participé avec plus de 1000 participants, a eu lieu. Et donc de savoir s'il y avait une ou plusieurs grandes réunions de ce type qui avaient eu lieu à cette période, ou bien si c'était une seule et même Assemblée générale qui a eu lieu à ce moment-là. Je crois que c'est justifié de poser cette question.
Le président. L'objection de la défense de Nguyen Chia est retenue. Monsieur le procureur, nous vous invitons à reformuler votre question. Je vais essayer de la reformuler, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous avez parlé d'une assemblée générale que vous avez située, vous aviez dit sans doute en septembre, et j'ai lu un extrait de l'étendard révolutionnaire qui parle d'une cérémonie concernant l'armée révolutionnaire du comité central du Parti communiste qui a eu lieu le 22 juillet 1975 devant environ 3000 personnes. Est-ce que vous vous souvenez plus précisément si l'Assemblée générale à laquelle vous avez participé a pu avoir lieu, pouvait être considérée comme étant cette cérémonie organisationnelle précise dont il est question dans l'étendard révolutionnaire? Monsieur le Président, si vous permettez, je me permets d'intervenir parce que je pense que la question qui devrait être posée dans ce cadre, c'est d'abord peut-être de demander aux témoins si les sujets étaient identiques et ensuite s'il a pu se tromper sur la date et s'il a des éléments qui lui permettent de penser que la date de septembre n'est pas la bonne et celle de juillet la bonne. Mais mettre immédiatement le témoin en position de dire qu'il s'agit de la même réunion, ça me paraît être allé un peu vite en besogne. Je veux bien essayer de procéder par étapes, Monsieur le Président, mais je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce sujet. Monsieur le témoin, lorsque j'ai lu l'extrait de l'étendard révolutionnaire, est-ce que les thèmes de la conférence qui y sont mentionnés, c'est-à-dire la signification, la grandiose victoire historique, l'histoire résumée de l'armée révolutionnaire, les raisons de la grandiose victoire de l'armée révolutionnaire, ainsi que les nouvelles tâches de l'armée révolutionnaire, est-ce que ces sujets correspondent aux sujets que vous avez entendus lors de l'Assemblée générale à laquelle vous avez participé vous-même? Oui. Voilà ma réponse. Mais je ne me souviens pas de la date exacte, car je n'ai pas pris note de la date à laquelle j'y suis allé, et je n'ai pas de document avec moi pour le prouver. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Par la suite, vous avez dit avoir été envoyé avec votre division 801 vers Ratanakiri. Vous souvenez-vous de la période à laquelle vous vous êtes rendu sur place? J'y étais vers la fin 75. Ça nous a pris un certain temps pour nous y rendre, car nous y sommes allés à bicyclette depuis la province de Kratché jusqu'à l'endroit en question. Nous n'avons pas pris le bateau. Où nous avons pris le bateau pour rentrer de Phnom Penh à Kratché. Pouvez-vous nous dire quels étaient les rôles principaux qui avaient été assignés à la division 801 dans le nord-est du pays?
បាទខ្ញុំបាទដឹងតែប៉ុណ្្នឹងការពារតាមព្រំដែន Les forces ont été envoyées pour repousser des forces à la frontière avec le Laos et c'était au nord du pays. Merci. Je crois que la traduction française n'a pas tenu compte de l'entièreté de votre réponse. Est-ce que j'ai entendu que vous aviez parlé de la frontière avec le Laos? S'agissait-il aussi de la frontière avec le Vietnam, de surveiller la frontière avec le Vietnam? Oui. Pour que ce soit bien clair, il y avait 3 régiments dans la division et ces 3 régiments étaient affectés à différents endroits du pays, y compris la frontière avec le Vietnam. Est-ce qu'à l'époque, les Vietnamiens étaient déjà considérés comme une menace ou comme des ennemis du régime Khmer Rouge? Nous étions amis au début. Puis plus tard, nous étions à moitié ennemis et à moitié amis. Et la frontière n'était pas bien délimitée. Donc il pouvait y avoir des heurts. Mais à l'époque, nous ne pouvions pas considérer que les Vietnamiens étaient nos amis ou nos ennemis. Ce n'était pas très clair, mais ils sont devenus plus ennemis au fur et à mesure. Merci. Je vais maintenant parler de la structure de la division 801 et nous allons distinguer 2 périodes. La première période, c'est celle qui court du moment où vous avez rejoint le Ratanakiri. Vous étiez toujours commandant adjoint de la compagnie 11. Et par la suite, on parlera d'une deuxième période qui commence avec vos prises de fonction au centre de rééducation de Ho Kan Seng. Alors je commence avec la période qui va de votre arrivée à Ratanakiri jusque quelque part vers la fin 1976. Et donc, si je ne me trompe pas, vous étiez toujours commandant adjoint de la compagnie 11. Est-ce que vous pourriez nous dire quels étaient les noms des 3 régiments que vous avez mentionnés jusque maintenant? Le nom des 3 régiments qui composaient la division 801. Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense de Nunchia. Maître Sonarum. J'ai entendu le procureur utiliser les mots régiment et brigade comme des synonymes. Je ne sais pas s'il s'est fourvoyé ou si c'était intentionnel. Veuillez, je vous prie, apporter les précisions qui s'imposent. Merci. Je crois qu'il s'agit d'une question de traduction, Monsieur le Président. Je voulais parler de la division 801 et à l'instant, je crois que le témoin a parlé de 3 régiments qui étaient déployés dans le nord-est et je voulais savoir quels étaient les 3 noms de ces régiments. Vous voulez le numéro du régiment ou le nombre d'effectifs au sein de chaque régiment? Pouvez-vous être plus précis, je vous prie?
les numéros qui désignent les 3 régiments. Merci. Il y avait 3 régiments au sein de 801 et 3 bataillons. Le premier régiment était le régiment 81. Le régiment 81 devait faire la patrouille sur la route 19 vers le nord, de Haut-Satay jusqu'au Dragon Escargot, et jusqu'à Dalao, c'était le régiment 82. Et ensuite, il y avait des unités de transport qui ont été déployées à faire une patrouille dans cette zone, près de la rivière. Moi, j'étais à la tête d'une compagnie. En 1975, quand j'y suis allé pour 1 an, j'ai travaillé dans l'unité militaire pour faire une patrouille le long de la rivière Seysan, de la région d'Otres à la frontière à Oyadao, jusqu'à Haut-Satay, jusqu'à la queue du dragon. Le président, monsieur le témoin, je regrette de vous interrompre, mais veuillez, s'il vous plaît, ne répondre qu'à la question qui vous est posée, car on va vous en poser beaucoup d'autres. Merci. Est-ce qu'il y avait un régiment 83? Je ne vous demande pas où il était positionné. Est-ce qu'il y avait un régiment 83? Oui. J'ai déjà dit qu'il y avait le régiment 83. Merci, on n'avait pas entendu cela dans la traduction française. Qui était le secrétaire de la division 801 à l'époque? Sosarun était le commandant. Et quels étaient ses adjoints? Pao Som-ol. Nous allons revenir là-dessus. Est-ce qu'il y avait au sein de la division 801, en dehors des régiments, est-ce qu'il y avait des unités spéciales? Et pouvez-vous nous dire quelle unité spéciale, par exemple, était chargée de la logistique? S'il y en avait. Oui. Est-ce que l'unité de logistique portait un numéro particulier? Oui. 806. Vous avez décrit la structure de la direction ou du comité de la zone nord-est à la réponse 22 de votre procès-verbal E3/405. Et vous avez dit dans ce premier procès-verbal que Taya était secrétaire, qu'il avait été remplacé plus tard, après son arrestation, par Ta Lao, et puis ensuite par
Ta 05 Sa Sarun. Que pouvez-vous nous dire de la disparition de Men San, alias Ta Ya? Man San ខ្ញុំបាទមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះ Je n'ai jamais connu Mansan ou Taya. Je ne connais pas. Mais je connais les raisons de la disparition de Taya. Mais il avait un poste de haut gradé, mais il a disparu, comme je l'ai appris, en 1977. Et comment avez-vous appris que Taya avait disparu? Qui vous l'a dit? C'est une longue histoire. Je ne peux pas tout raconter. Je travaillais au sein de la division et je ne savais que ce qui se passait à l'intérieur de la division. Mais cette histoire qui était quelque chose qui s'était produit dans la zone, c'était les affaires internes de la zone et je n'avais pas l'autorité d'en être informé. Merci. Monsieur le Président, je voudrais tout de même relire une partie du procès-verbal d'interrogatoire de Monsieur le témoin qui porte la référence E3/405 à la question et réponse 21. Donc E3/405, question-réponse 21. Avec votre autorisation, si peut-être son avocat peut lui montrer le passage et est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran? Le président. Oui, allez-y. Merci. Et je crois que j'ai dû faire une erreur. Il doit s'agir de la réponse 22. Voilà ce que dit le témoin. Je cite. Après la libération du 17 avril 1975, Taya est devenu le chef de la zone nord-est, tandis que Ta Pat était le responsable des soldats de la zone. Taya a disparu dans le courant de l'année 77. En effet, il a été convoqué pour aller travailler à Phnom Penh et puis il a été arrêté, tout simplement. Je l'ai su au cours de la réunion d'information. Dans cette réunion, on a dit que Taya était affilié aux Vietnamiens et qu'il s'était rallié à la Fédération indo-chinoise. Taya était un membre du comité central et il occupait sans doute le 7e ou le 9e rang. Fin de citation. Monsieur le témoin, était-il habituel que des cadres haut placés de la zone ou bien de la division 801 soient convoqués à Phnom Penh et puis disparaissent? C'est vrai. Et je confirme et maintiens ce que j'ai dit. Et il fallait informer les autres membres afin de se renforcer mentalement. Merci. En tant que division du centre, la division 801, quelles étaient les relations entre cette division 801 et la zone nord-est?
Et peut-être pourriez-vous préciser si la zone nord-est disposait également de forces militaires. Nous avions l'intention de coopérer, de faire de l'assistance mutuelle, car la zone était proche de là où nous étions déployés. Néanmoins, comme je n'occupais pas un grade très élevé, je n'étais pas au courant de ce qui se passait aux échelons supérieurs. Je devais me concentrer sur mes tâches, je devais m'occuper de mes affaires, et à l'époque, nous étions en période de transition. Nous passions du communisme au socialisme. Et je sais certaines choses, mais je ne sais pas tout. Merci. Peut-être saviez-vous à ce moment-là, ou plus tard, lorsque vous dirigez le centre de Okansen, s'il y avait collaboration entre la division 801 et la zone nord-est en matière de sécurité, de lutte contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur dans la zone nord-est. Quand je suis venu m'occuper de ce centre, au début, je ne connaissais que le rôle des unités et des forces, des régiments et des bataillons. Ils étaient au niveau de la compagnie et plus haut. Moi, je n'avais pas un grade très élevé. Je devais m'occuper des unités au sein de 801. Merci. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je voudrais montrer un document aux témoins et l'afficher à l'écran. Il s'agit du document E3/876, E3/876, qui porte aussi la cote IS 21.15. Je crois que Monsieur le témoin, en tant que chef du centre de rééducation de Okansen, devrait pouvoir nous en dire plus sur certaines parties de ce télégramme numéro 43 qui est envoyé par de la division 801 au bien-aimé Bang Reun le 23 avril 1977. Est-ce que j'ai votre autorisation de lui donner ce document et de le faire afficher à l'écran? Le Président, je vous en prie, allez-y. Merci. Alors, pendant que Monsieur le témoin le lit, donc c'est un télégramme envoyé par au bien-aimé Bang Reun le 23 avril 1977. Il est copié à Bang 89, Bang 81, bureau, archives. Et en résumé, il concerne l'arrestation d'ennemis, dont un ennemi qui est appelé Lik, et on dit qu'il a été confié à Om Lao et deux autres ennemis qui ont été confiés au district. Alors je voudrais lire le point 3 de ce télégramme qui dit ceci. Concernant les situations ci-dessus, c'est-à-dire les ennemis identifiés, Om Lao a procédé aux arrestations, les unes après les autres,
mais n'a pas encore terminé. Il a souhaité que nous coopérions étroitement avec lui et que nous aidions à effectuer le suivi. Fin de citation. Monsieur le témoin, connaissez-vous l'auteur du télégramme qui s'appelle Le et qui adresse ce télégramme à Bang Reun? Oui, je connaissais cette personne du nom de Le, mais je ne connais pas le contenu de ce télégramme car cela n'avait rien à voir avec ma section. Merci. Quelle était la fonction de ce Le au sein de 801? Ça dépend de la période. Certains des cadres de la division ont été retirés par le chef de division. Durant la troisième phase, il était membre de la division 801. Merci. Quand vous dites qu'il était membre de la division 801, est-ce que vous voulez parler du comité de la division 801? Effectivement, il faisait partie du comité. Et savez-vous qui était ce homme Lao qui est mentionné dans ce télégramme comme ayant procédé à des arrestations, et il est mentionné qu'il a souhaité que nous coopérions étroitement avec lui. Savez-vous qui est ce homme Lao? L'oncle Lao avait le rôle principal au niveau de la base. Moi, je ne le connaissais pas bien. Merci. Est-ce qu'il est arrivé, et là je passe à la période où vous étiez le directeur du centre de rééducation d'O Kanseng, est-ce qu'il est arrivé que des civils soient transférés à votre centre, et à quelle période? Des civils m'ont été envoyés vers 1977, vers la mi-1977. Merci. Pouvez-vous préciser quand ces civils vous étaient envoyés, est-ce que c'était l'administration, c'est-à-dire dirigée par la zone qui vous les envoyait, ou bien c'était via la division 801? Je ne me souviens pas bien. Mais la base envoyait ces gens depuis la coopérative et les syndicats. Il y avait là des jeunes et des vieux. Cela dit, c'était une décision de So Sa-Reun qui me donnait pour instruction de recevoir ces gens. Je n'avais pas la capacité de les réceptionner, mais je n'ai pas pu m'y refuser. J'ai donc accepté les instructions et accepté de les réceptionner. Ces gens ne sont restés que peu de temps, après quoi ils ont été renvoyés vers la base. Et à nouveau, les gens de l'armée ont repris le contrôle. Ici, l'interprète n'est pas sûr d'avoir bien compris.
Merci. Peut-être une dernière question avant la pause. Est-ce que vous savez si Sao Saron rencontrait régulièrement Ta Ya ou Ta Lao lorsqu'il était encore chef de la division 801? Je ne sais pas exactement si c'était une réunion qui se tenait régulièrement, car ma base était loin de la sienne. Ça ne relevait pas de mes responsabilités, donc je n'avais pas à le savoir. Le président, le moment est venu de marquer une pause de 20 minutes jusqu'à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez faire en sorte que le témoin puisse se reposer pendant la pause et revenir dans le prétoire pour 15 heures. Suspension de l'audience.